Bonjour à tous et merci de vous connecter. Merci d'aimer la vidéo. Merci de la partager à vos amis sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Merci de les partager aux différents groupes auxquels vous êtes connectés. Une personne déjà connectée, c'est très bien. Aimez donc la vidéo, partagez-la, de sorte que nous soyons nombreux à suivre ce direct, mais surtout à empêcher que des machines ennemies, les machines france-africaines, ne viennent perturber le cours de cette communication politique. Vous êtes 6, c'est très bien. Continuez à partager la vidéo et à l'aimer. Nous devons être nombreux pour suivre ce direct, ce live, qui est le dernier de l'acte 4 de cette campagne The France-Afrique Bashing que nous avons initiée depuis le mois de novembre de l'année dernière. C'était le 11. Connectez-vous, aimez la vidéo et partagez-la pour la protéger, de sorte que je puisse aller jusqu'au bout de cette communication politique. En attendant que vous vous connectiez, je vais me présenter, sacrifier à cette tradition de la présentation, car certains parmi vous nous prennent de court et donc découvrent une personne qui tient un discours. Il est donc normal que cette personne avant se présente, afin qu'on sache qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce direct. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une structure associative, politique et internationale. Nous y avons pour corpus idéologique le triptyque suivant. Nous sommes foncièrement souverainistes, car nous sommes attachés à la souveraineté des peuples du Gabon, à la souveraineté des peuples de l'Afrique. Nous sommes pour la renaissance africaine. Et elle ne peut se faire qu'avec une Afrique souveraine. Cette souveraineté, aujourd'hui, pour ce qui est du sous-continent africain, de l'espace francophone, est maintenue captive dans les mains d'entités extérieures, d'entités étrangères, d'entités exogènes. Nous les nommons très clairement. C'est la France-Afrique et la France officielle et des réseaux. Si nous voulons être souverains, il faut donc arracher cette souveraineté à ces différentes entités. Et pour cela, nous devons être ouvertement anti-France-africains, ouvertement, sans nous cacher. Mais mener ce combat ne peut être efficace que lorsque nous sortons des enclos coloniaux dans lesquels divisés on nous a gardés jusqu'à présent. Il nous faut nous unir, il nous faut nous réunir pour affronter et vaincre un adversaire, un ennemi commun. Il nous faut donc être fondamentalement néo-panafricanistes. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2022, qui correspond dans l'ère nubienne du calendrier kamite au 19 Pan-En Iman Otepu de l'année 6258. Vous le constatez,
L'ère nubienne, l'ère africaine, a 4000 ans d'avance sur l'ère chrétienne. Il faut le dire, car c'est la vérité, et il faut le savoir. L'ère chrétienne commence en l'an 4236 de l'ère nubienne. Et dans cette ère nubienne, il n'y a pas un avant et un après. Il y a 0, l'année 0, et jusqu'à l'infini. Ce qui semble plus cohérent avec la réalité chronologique du temps qui avance sans jamais reculer. En ce jour donc du 17 février 2022, je me dois de répondre à la question que j'ai posée la semaine dernière. Une question toute personnelle, mais vous le verrez, dont les réponses se trouvent dans des ressorts relativement, pardonnez-moi le terme, mais relativement élevés, des ressorts académiques. C'est donc une communication politique aux accents académiques très prononcés que je vais vous faire aujourd'hui, pour répondre à cette question qui au départ peut sembler sibylline. Mais avant de répondre à cette 9e et dernière question de l'acte 4, vous me permettrez d'abord de rappeler les actes précédents qui ont justifié la tenue de cette campagne The France-Afrique Bashing. Premier acte que nous avons posé lorsque nous avons inauguré cette campagne. L'acte 1, où il était question de justification légitime de notre prise de parole dans le cadre de l'élection présidentielle française qui se déroule à 5000 km d'ici. Pourquoi un Gabonais, au demeurant qui ne vote pas, car n'étant pas citoyen français, s'invite à la campagne présidentielle française avec une sous-campagne qu'est The France-Afrique Bashing? Pourquoi? Nous avons répondu à cette question lors de l'acte 1, dont les différentes vidéos se retrouvent sur la plateforme New Power Official que vous pouvez consulter. Le deuxième acte a porté sur la lecture scrupuleuse et sans commentaire des accords secrets de coopération que nous avons baptisés au New Power les accords secrets néocoloniaux. Nous avons voulu remettre sur la table cette information qui est cachée au grand public. Cette information n'est pas diffusée, elle ne fait pas l'objet de communication. On garde cette information secrète. Pourquoi cache-t-on des accords qui unissent deux nations et qui impactent la vie des Gabonais, la vie des populations de ce pays? Pourquoi? Nous avons donc voulu vous présenter la substance de ces accords afin que vous vous fassiez une idée de ce qui a été conclu le 17 août 1960 entre le premier ministre de l'époque, Léon Baminko, et le ministre français chargé des territoires, des colonies, Jean Foyer. L'acte 3, lui, a consisté à vous lire le rapport synthétique que j'ai commis, car je me suis rapproché d'une trentaine d'experts dont les disciplines étaient impliquées dans les accords, pour que ces derniers puissent en faire une analyse critique, une scrutation objective, et ensuite livrer les conclusions de leur travail. Je me suis donc permis de lire ce rapport de 26 pages où il est clairement dit dans une balance que nous avons été victimes d'un marché de dupes et que tant que ces accords de coopération seront en vigueur, le Gabon ne connaîtra pas de développement. Et ça explique la raison pour laquelle ces accords sont tenus secrets, puisqu'ils n'ont pas été pensés dans l'intérêt supérieur de la nation gabonaise. Voici pour l'acte 3. L'acte 4, dans lequel nous sommes, et nous allons conclure cet acte aujourd'hui, en répondant à la 9e question.
Dans l'acte 4, nous avons répondu déjà à 8 questions. Car il fallait pour nous entrer en détail dans l'analyse et dans les commentaires de ce qui avait été lu de manière scrupuleuse sans que, justement, nous ne fassions d'observation. Là, nous avons décidé, comme une sorte de zoom explicatif, à pénétrer les différents aspects qui ont été traités dans les accords secrets néocoloniaux. Et pour y répondre, pour pouvoir faire ces commentaires, ces analyses, nous avons procédé de la manière suivante. Nous avons toujours posé une question qui touchait un thème des accords de coopération, et ensuite nous avons répondu. La première question portait sur la responsabilité des Gabonais dans le sous-développement que connaît leur pays. Les Gabonais sont-ils responsables de la situation actuelle du pays ou les responsables sont-ils ailleurs? Nous avons répondu à cette question et vous trouvez la vidéo sur notre plateforme New Power Official. La deuxième a consisté à répondre à la question suivante. À qui appartiennent les immenses richesses du Gabon? Car nous sommes d'accord de constater que le Gabon vit un paradoxe dans lequel le pays est excessivement riche à travers ses immenses ressources naturelles, que je ne vais pas citer ici, mais dans le même temps, il abrite une population qui est affreusement pauvre. Pourquoi ce paradoxe? Nous y avons répondu en nous appuyant sur les clauses qui ont été paraphées dans les accords de coopération. Troisième question. À quoi sert la base militaire française au Gabon? On comprend difficilement qu'un pays souverain dispose de forces étrangères 61 ans après les indépendances. À quoi sert la base militaire française au Gabon? Est-elle là pour protéger les Gabonais, secourir les populations, ou est-elle là pour d'autres fins? Nous allons répondre à cette question. Et vous trouverez la vidéo sur notre plateforme. Quatrième question. Pourquoi la monnaie du franc CFA, qui est une monnaie nazie et néocoloniale, est-elle toujours en vigueur au Gabon? Pourquoi n'avons-nous pas une monnaie nationale ou une monnaie régionale 61 ans après? Nous y avons répondu. Cinquième question. Qu'apporte donc la francophonie à l'Afrique francophone? Qu'est-ce que la francophonie, la civilisation française, la langue française apporte-t-elle aux Kamites? C'est une question à laquelle nous avons essayé de répondre. Sixième question, son corollaire. Quel enseignement, quelle éducation faut-il pour que l'Afrique puisse renaître de ses cendres? Faut-il continuer avec l'école coloniale qui s'appuie sur la francophonie? Nous avons répondu à cette question et les vidéos se trouvent dans notre plateforme New Power Official. Septième question. L'aide publique au développement est-elle une grossière arnaque financière française en Afrique francophone? Nous sommes aujourd'hui en coopération avec la 5e, 6e puissance économique mondiale, grâce à des accords de coopération signés en 1960. 61 ans après, avons-nous le sentiment que notre pays s'est développé grâce à la coopération avec cette puissance occidentale qu'est la France? Ou bien est-ce que nous n'évoluons pas dans une arnaque qui ne va jamais permettre notre développement à cause du surendettement? Eh bien, c'est une question qui a été posée et à laquelle nous avons essayé de répondre. C'était la 7e. 8e question. Pourquoi la France officielle et les réseaux soutiennent-elles obstinément
les dictatures france-africaines. Quel intérêt la France, nation démocratique, a-t-elle à se parjurer lorsqu'elle soutient des dictatures france-africaines dont le comportement est à l'opposé, à l'inverse total des valeurs que prône cette même France? Il y a un paradoxe que nous avons essayé de lever lorsque nous avons répondu à cette question. Aujourd'hui, nous répondons à la dernière question de ce acte 4 qui s'achève aujourd'hui. Cette question, aux allures personnelles, a pourtant des aspects, je l'ai dit, très académiques. Vous voyez en ce moment, ma coiffure, j'ai des tresses sur ma tête. Ça ne semble pas commun de voir un homme qui a des cheveux tressés, un homme de cet âge-là. Pourquoi un quinquagénaire mineur, car j'ai 54 ans, se tresse-t-il les cheveux? Est-il devenu fou? Est-il un bangando? Est-il un efféminé? Un homosexuel? Comment peut-il se tresser les cheveux comme une femme? Toutes ces questions ont été posées, parfois de manière abrupte, parfois gentiment. J'ai donc décidé aujourd'hui d'apporter la réponse. Et j'ai voulu que ma réponse soit la plus exhaustive possible. De sorte que les Africains, après ce live, comprennent qu'ils ont de bonnes raisons aujourd'hui de se tresser les cheveux en redevenant ceux qu'ils étaient avant. Question de culture, question de dignité et question de civilisation. Pour répondre à cette question posée par plusieurs personnes sur le mur de notre plateforme New Power Official, pour répondre donc à cette question, pourquoi je me tresse les cheveux, j'ai souhaité vous proposer le menu du plan d'intervention suivant. Je vais naturellement revenir aux aspects historiques, car pour comprendre le monde actuel, parfois il est bien de se référer au passé lorsqu'on le connaît. Et souvent il explique beaucoup de choses, car c'est dans le passé qu'on a tracé justement la première trame qui va garder l'axe, mais dans l'évolution. Le deuxième aspect, est celui de la culture et de la société. Les Africains, dans les temps immémoriaux, se tressaient-ils les cheveux, hommes et femmes? Nous en parlerons sur la base des éléments factuels que nous allons relever. Ensuite, en chapitre 3, nous allons voir le caractère esthétique. Car dans le cheveu, il y a certes un aspect utilitaire, nous le verrons, mais aussi un aspect esthétique qui relève de la beauté. Nous parlons donc de l'esthétique et naturellement du canon occidental gréco-latin qui s'est imposé et qui, de cette manière, a balayé l'esthétique que nous ont laissé les anciens. Qui dit esthétique, beauté, dit également économie. Car pour se faire belle, pour se faire beau, il faut parfois dépenser. Nous verrons donc les aspects économiques. Et comme la politique n'est pas toujours loin de l'économie, nous regarderons avec beaucoup d'attention l'aspect politique. Et enfin, nous allons conclure ce direct, qui pourrait être long. Mais c'est le dernier de la série et on peut se permettre ce petit caprice. Pour répondre à la question, pourquoi Privat Ngomo se tresse les cheveux? J'avais le choix entre une réponse simple
parce que j'en ai envie, ce sont mes cheveux, j'en ai parfaitement le droit, et ça suffit. Elle peut être convaincante ou non. Mais j'ai choisi une voie beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardue. Celle qui n'engage pas que ma personne, mais qui engage la civilisation kamite à laquelle beaucoup parmi nous appartiennent. Et lorsqu'on parle de civilisation kamite, civilisation africaine, il faut se référer au passé. Je vais donc d'abord développer le premier chapitre. Le premier chapitre de cette intervention, de cette communication politique. Alors, vous savez que l'humanité est née en Afrique. L'Afrique, comme on le dit souvent, est le berceau de l'humanité. C'est attesté par l'archéologie et aucun scientifique ne remet en cause cette réalité. La deuxième qui s'est imposée, c'est que l'humanité part d'un génome unique et qu'il n'y a pas eu, comme on le pensait autrefois, le polygénétisme ou le polycentrisme qui laissait entendre que l'humanité était née 5 fois. Une fois sur le continent africain, une fois sur le continent européen, une fois sur le continent asiatique et une fois sur le continent américain. Cheikh Anta Diop a clairement dit, sur la base des recherches qu'il avait menées, que la nature ne fait jamais 2 fois la même route. Il a dit avant de mourir, en 1986, et près de 6 ans plus tard, à travers les études biologiques sur l'ADN, on a réussi à démontrer que l'humanité part d'un génome humain unique. Si donc l'humanité part d'un génome unique, quelle est donc la couleur de la peau du premier homme sur la Terre? Pendant longtemps, on a contesté l'origine négro-africaine de l'humanité première. Aujourd'hui, les différentes études qui sont réalisées en Asie, en Afrique et en Occident disent de façon claire que les premiers hommes étaient des Noirs. Simplement parce que l'Afrique n'a pas connu de glaciation et que, étant au mi-temps de la Terre, traversée par l'équateur, l'Afrique a toujours reçu le soleil. Mais le soleil brûle la peau à travers les ultraviolets. Il fallait donc avoir un pigment, la mélanine, pour filtrer les ultraviolets et se protéger du soleil, en même temps que on pouvait synthétiser le calcium et la vitamine D indispensables à l'ossification, c'est-à-dire à la formation des os, donc à la croissance. Il est aujourd'hui établi que les premiers humains étaient des Noirs. Et que si on s'en tient à la Bible, qui parle d'Adam et Ève, eh bien Adam et Ève sont noirs par la science et viennent d'Afrique et non pas de Mésopotamie. Mais je vais d'abord faire un petit rappel historique des cours qu'on avait en 6e sur la préhistoire et l'histoire. C'est assez lointain, mais c'est assez intéressant de comprendre comment les choses se sont passées. Car si les premiers hommes étaient des Noirs, à quel moment surviennent les Blancs, ou alors les Jaunes, ou alors les Rouges, comme ils ont été ainsi catégorisés par la pensée occidentale? La préhistoire, c'est toute la période de l'humanité qui ne connaît pas d'écriture. Et l'histoire, c'est lorsque l'écriture arrive au jour, au Medu Neter, les paroles de Dieu, dans la région de Nubie, dans le désert de Nubie. Et nous sommes là au 7e millénaire avant Jésus-Christ. Mais avant de parler de l'histoire, quelques mots sur la préhistoire. La préhistoire se découpe en tranches historiques importantes. La première, c'est le paléolithique inférieur, qui va de 4 millions d'années à 250 000 avant Jésus-Christ. Ensuite,
La seconde période est le paléolithique moyen, qui va de 250 000 années à 40 000 années avant Jésus-Christ. Puis vient le paléolithique supérieur, qui va de 40 000 années à 12 000 années avant Jésus-Christ. Ensuite, vous avez les petites périodes historiques qui n'ont pas duré très longtemps. L'épi-paléolithique, de 10 000 ans à 6 100 avant Jésus-Christ. Ensuite, le mésolithique, de 9 900 à 6 100 avant Jésus-Christ. Puis enfin, le néolithique, de 9 100 à 6 100 avant Jésus-Christ. Et nous sommes entrés, juste après le néolithique, dans la période de l'histoire. Dans le paléolithique inférieur, c'est-à-dire 4 millions d'années à 250 000 avant Jésus-Christ, il faut savoir qu'il y a eu 4 grandes glaciations, les zones de la Terre qui étaient totalement sous la glace. Et donc, il ne pouvait y avoir aucune vie humaine. Et la vie humaine ne pouvait se faire que dans les zones chaudes, c'est-à-dire en Afrique. C'est la raison pour laquelle le premier homme qui est apparu, et qu'on appelle l'Australopithèque, on le situe 4 millions à 2 500 000 ans avant Jésus-Christ. Ce Australopithèque est né en Afrique. Il avait la peau noire. Puis est venu l'Homo habilis, qui lui est apparu 2 500 000 ans avant Jésus-Christ pour s'éteindre 1 900 000 ans avant Jésus-Christ. Après l'Homo habilis, il y a eu l'Homo ergaster, qui est apparu 1 900 000 avant Jésus-Christ. Donc, il est contemporain de l'Homo habilis. Et il s'est éteint 750 000 avant Jésus-Christ. Après l'Homo ergaster, il y a eu l'Homo erectus, qui est né 1 500 000 avant Jésus-Christ et qui s'est éteint 210 000 avant Jésus-Christ. Puis, à la fin du paléolithique inférieur, nous avons eu l'homme de Néandertal, qui est apparu 210 000 ans avant Jésus-Christ et qui s'est éteint 40 000 avant Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans le paléolithique moyen. L'Homo sapiens sapiens, lui, apparaît 150 000 ans avant Jésus-Christ et il vit jusqu'au aujourd'hui. Je voulais faire ce rappel historique en apportant une précision qu'on ne nous donne pas dans les livres d'histoire. On nous dit bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité, sans préciser que les Africains sont les premiers êtres humains et qui sont nés en Afrique. Cette précision est de taille, car elle permet d'expliquer que si les Africains sont les premiers êtres humains, comment sont apparus alors les autres couleurs de peau? Comment sont apparus les leucodermes? Et vous allez voir le lien que je vais établir dans cette évolution entre la peau et le cheveu. L'homme apparaît donc en Afrique et il va y séjourner longtemps. Puis, lorsqu'il va disposer de certaines capacités de déplacement, il va aller coloniser des terres inhabitées des autres continents de la Terre. Il faut le savoir. Comme il n'y a que les Africains qui existent sur la Terre et qu'il n'y a pas d'autres peuples, les autres zones de la Terre sont inhabitées. L'Africain existe donc seul sur la terre d'Afrique. Et lorsque les capacités lui permettront, il va quitter l'Afrique pour aller peupler les autres régions du monde qui sont inhabitées. Par l'isthme de Suez, entre l'Éthiopie et le Yémen, les Africains vont aller coloniser l'Asie du Sud-Est, toute l'Asie du Sud-Est. Nous sommes là 100 000 ans à 80 000 ans avant l'ère chrétienne. Puis, les mêmes Africains
vont aller coloniser, vont aller occuper des terres inhabitées en Amérique centrale. Et cela se passe 110 000 ans à 50 000 ans avant Jésus-Christ. Et il va y avoir la troisième grande colonie qui va partir de l'Afrique pour aller vers l'Europe en passant par le détroit de Gibraltar au niveau de l'Espagne. Et là, nous allons nous arrêter un instant, car cette colonie africaine va connaître un sort particulier. Et c'est cette colonie qui va nous ramener à la question du cheveu laineux, qui est finalement le but de cette communication politique autour de la question pourquoi je me tresse les cheveux. Entre 50 000 et 40 000 avant Jésus-Christ, des colonies d'Africains décident d'arrêter en Europe par le détroit de Gibraltar. Ils vont donc occuper l'Europe du Sud, mais d'autres vont aller beaucoup plus loin, vers le Caucase. Mais le climat de l'Europe, le climat de l'hémisphère nord, qui en réalité est l'hémisphère sud, car la carte a été renversée, mais ça fera peut-être l'objet de notre live. Pour l'heure, je m'en tiens à l'orientation actuelle. Les Africains qui vont aller en Europe, dans les régions de froid, ils vont devoir s'adapter à ce nouveau climat. Car le corps qu'ils ont est un corps qui a été construit, qui a été formaté par la chaleur d'Afrique, par le soleil d'Afrique, par l'humidité d'Afrique. Et il s'est adapté pendant des millénaires. On vient de le voir. Maintenant que ce corps se retrouve en Europe, où le climat est totalement différent, il n'y a pratiquement pas de soleil et il fait très froid. Ce corps va s'adapter en mutant. Nous aurons une mutation climato-physiologique de l'homme noir, qui, de noir, va devenir blanc, qui, de mélanoderme, va devenir leucoderme. Les scientifiques aujourd'hui s'accordent sur le fait que l'homme noir, par adaptation climatique, est devenu l'homme blanc. Donc le Soudanais, aux cheveux laineux, au teint noir, carbone, aux grosses lèvres et au gros nez épaté, va devenir ce viking à la chevelure blonde, à la peau blanche, au nez aquilin, avec des lèvres minces. Comment cela s'est-il passé? Pendant près de 30 000 ans, cette évolution s'est opérée. La peau noire a de moins en moins sécrété la mélanine, puisqu'il y avait de moins en moins de soleil, de moins en moins de luminosité. Donc il n'y avait pas de raison de lutter contre les ultraviolets qui n'existaient pas à cause de l'absence de soleil ou de peu de soleil. Donc le corps a réagi en limitant la production de la protéine qu'on appelle mélanine. Et si vous réduisez la mélanine et que votre peau n'en a plus, elle devient blanche. Et c'est le même processus que certains Africains font lorsque, par la chimie, en moins de 6 mois parfois, elles arrivent de noir à passer à blanche. Donc ce processus chimique qui est fait en 6 mois par les femmes coquettes, il a été réalisé en 30 000 ans par les Africains qui, arrivés en Europe, se sont adaptés aux conditions climatiques. Il faut le savoir, c'est la vérité. C'est ainsi que l'homme noir devient blanc, par la peau. Les cheveux. Les cheveux crépus, même si le terme est impropre, je dirais beaucoup plus loin. Le cheveu laineux sert à protéger le crâne de l'homme. Il absorbe la chaleur du soleil, de sorte que à l'intérieur du crâne, donc dans l'encéphale, la température reste normale, 36 degrés.
de sorte que l'homme puisse continuer à penser, à réfléchir. C'est le rôle du cheveu laineux que d'absorber la chaleur du soleil. Mais rendu en Europe, il n'y a plus de chaleur du soleil. Par contre, il y a le froid. Il y a le froid. Et un froid rude, souvent pendant l'hiver. Comment le corps s'adapte-t-il? Mais il faut se couvrir naturellement. Et le cheveu laineux va, par la nature, à cause du climat, se raidir. J'allais dire se défriser naturellement, se lisser, devenir soyeux, pour protéger le cou. Protéger le cou, afin qu'il ne prenne pas froid, afin qu'on ne meure pas de bronchite ou de maladie pulmonaire, ou de froid tout simplement. Il faut protéger le cou, et c'était le rôle du cheveu. Et donc le cheveu crépus, le cheveu laineux, c'est raidi, comme une fourrure pour protéger le cou. Le cheveu raide ne peut pas vaincre la loi de la gravité, comme le fait le cheveu laineux avec l'afro, parce qu'il doit protéger le cou, qui se trouve beaucoup plus bas que la tête. C'est une adaptation capillaire au climat de froid que les Africains ont connu en arrivant en Europe. Et le cheveu, au début laineux, est devenu raide, lisse. Son teint noir s'est éclairci parce que le corps a de moins en moins produit une autre protéine indispensable aux cheveux qui est la kératine. Voilà comment l'homme noir, avec les cheveux laineux, devient blanc avec les cheveux raides et blonds. On explique cela aujourd'hui scientifiquement et vous devez le savoir. Les yeux. Les yeux des Africains sont noirs ou parfois marron clair. Les yeux des Occidentaux sont bleus, sont verts, sont très clairs. C'est en rapport avec le soleil. La présence de soleil, la présence puissante de soleil noircit généralement les éléments de la nature. Et l'absence de soleil permet que ces éléments soient plus clairs. Ça explique pourquoi les yeux noirs que les Africains avaient sont devenus des yeux clairs, des yeux bleus ou des yeux verts. Le nez. Le nez des Africains, comme le mien, beaucoup plus gros, à cause des grosses narines, tout simplement. Mais pourquoi nous avons des grosses narines? Il faut le savoir. Mais parce que quand il fait chaud, comme c'est le cas en Afrique, vous avez besoin de respirer. Quand vous étouffez, vous ouvrez les fenêtres de la maison. Et bien quand il fait chaud, on a besoin de respirer l'air. Il faut donc avoir de grosses narines pour aspirer l'air. Et le nez est court. Mais en zone tempérée, en zone hivernale, si vous avez des grosses narines et que vous inspirez l'air froid. Et c'est dangereux pour vos poumons. Vous pouvez prendre froid et mourir. Donc, que s'est-il passé? Mais les narines se sont simplement amincies. Les narines de l'Africain se sont amincies. Et l'arête nasale s'est prolongée. De sorte que l'air inspiré a eu le temps de se réchauffer dans l'arête nasale avant d'atterrir dans les poumons. De sorte que on ne meurt pas de pneumonie, on ne meurt pas de bronchite, on ne meurt pas de froid. Les lèvres. Les Africains ont des grosses lèvres, ont des lèvres lipues. Mais parce qu'on n'avait pas encore les techniques d'outils pour découper les fruits. Ou alors manger la chair d'animaux. Donc la lèvre permet d'agripper justement le fruit pour donner aux dents la possibilité de croquer, de planter dans la chair, soit de l'animal, soit du fruit. Mais dans les régions hivernales, où il fait très froid, et où il y a des gerçures, que se passe-t-il? Mais la lèvre a tendance à s'amincir, pour ne pas être blessée par le froid. Et là-bas, les fruits, les animaux ne sont pas de même nature. On comprend donc comment des lèvres qui étaient grosses, c'est les Africains, se sont amincies et donc donné les lèvres minces que l'on retrouve toujours chez les Occidentaux. Voyez-vous, par l'explication scientifique, sur la base du génome humain,
unique grâce aux études biologiques sur l'ADN. On arrive à savoir que l'humanité est une et qu'elle a été africaine. Et que d'africaine, elle est devenue asiatique, disons-le, ou plutôt de mélanoderme, elle est devenue leucoderme à cause de l'adaptation au climat. Donc on peut donc dire que l'homme noir, par mutation climato-physiologique, est devenu l'homme blanc. Et cela a pris 30 000 ans. 30 000 ans pour que ce phénomène se produise. Pour en venir aux tresses, nous avons vu l'évolution. Pour en venir aux tresses, nous avons des traces de fossiles qu'on appelle des artefacts qui attestent que les hommes et les femmes se sont tressés. Il y a une statuette et une figurine qui ont été découvertes, l'une en Autriche, dans la ville de Willendorf. On appelle donc cette statuette la Vénus de Willendorf. C'est une statuette en calcaire du Paléolithique supérieur. Elle a été découverte en 1908. Et elle présente une tête tressée. Elle présente une tête tressée. Nous sommes là 25 000 ans avant Jésus-Christ. Mais il y a encore une plus ancienne, qu'on appelle la Dame de Brassenpouy. Et là, nous sommes dans les Landes, en France. C'est une figurine, cette fois-ci en ivoire, qui présente un visage de femme tressé également. Et elle date de 29 000 ans avant Jésus-Christ. Ces deux figurines et statuettes ont des tresses sculptées sur leur tête. La culture de la tresse est donc très ancienne. Elle remonte, on l'a vu, au Paléolithique supérieur. Et là, on parle de femmes, puisqu'on a la preuve attestée à travers la statuette de la Vénus de Willendorf et la figurine de la Dame de Brassenpouy. Et qu'en est-il des hommes? Est-ce que les hommes se tressaient? Pour répondre maintenant à cette question, nous allons entrer dans le deuxième chapitre de cette communication politique, les aspects culturels et sociaux. Car la société, c'est à la fois les hommes et les femmes qui vivent en bonne intelligence à travers des comportements qui correspondent à leur culture, à leurs mœurs, à leurs habitudes, à leurs habitus, comme on dit. Mais d'abord, qu'est-ce que la tresse? Car c'est de tresse dont il est question aujourd'hui. Il faut répondre à la question, pourquoi Pligot Ngomo se tresse-t-il les cheveux? Et je m'inspire pour cela de ce que les ancêtres ont donné comme élément. Et je porte cela à la connaissance de ceux peut-être qui ne le savent pas. Et j'ai voulu remonter à l'origine de l'humanité pour répondre à cette question. Il y a la tresse et il y a la natte. Deux coiffures particulières, similaires, mais bien différentes. La tresse est une figure qui est plaquée contre le cuir chevelu qu'elle parcourt. Et elle dessine ainsi une sorte de tracé géométrique, soit une forme bien précise, soit des fractales, à la façon des chemins de traverse ou des sentiers ménagers de champs de céréales. Et là, on pense naturellement aux États-Unis où les Noirs ont été vendus pour travailler dans les champs de coton, dans les champs de maïs. Il parle de corn rose, in English, corn rose, pour parler de la tresse. Et puis, il y a la natte. La natte, à la différence de la tresse, est un entrelacement de cheveux qui pendent le long de la tête, à l'image des Vikings ou des Amérindiens. Donc, les Vikings se tressaient, mais des nattes. De même que ce qu'on appelle les Amérindiens
qui sont en réalité les Américains. Car les actuels Américains sont des Européens qui ont pris la terre des vrais Américains. Il faut le dire. D'une part, il y a les tresses qui se font directement sur le cuir chevelu, comme vous le voyez ici. Et d'autre part, il y a des nattes qui parfois ont besoin d'extension pour se présenter de façon plus agréable. Dans la suite de mon exposé, je vais davantage parler du cheveu laineux plutôt que du cheveu crépus auquel nous sommes souvent habitués pour parler de notre forme capillaire. Le cheveu laineux est plus adapté car c'est la réalité. Nos cheveux sont comme de la laine de mouton. C'est de la laine, nos cheveux. Et les cheveux des Occidentaux sont de la soie. Ils sont raides, ils sont de la soie. Et je l'ai dit, c'est la laine qui est devenue de la soie au bout de 30 000 ans. Le terme de cheveux crépus est un terme péjoratif, une appréciation négative, produit par un racisme occidental qui a toujours trouvé de la laideur dans le cheveu africain. Et au lieu de l'appeler laineux, comme cela se voit de manière caractéristique, il préfère l'appeler crépus, renvoyant à l'expression « se crêper le chignon ». Crêpez-vous le chignon et vous verrez que vos cheveux seront ébouriffés, qui seront en pétard, qui seront sales. Donc quand on dit cheveux crépus, on renvoie à cheveux ébouriffés, cheveux en pétard, cheveux sales. Nous n'acceptons pas cette définition racialiste. Nous la contestons. Nous lui préférons le terme de cheveux laineux, qui est plus adapté. Donc les Africains ont des cheveux laineux. Mais en Afrique, il y a une diversité culturelle. Les peuples africains parlent plusieurs langues, ont des coutumes différentes, ont des canons esthétiques tout aussi différents. Pourtant, malgré ces différences, la tresse se retrouve répandue dans toute l'Afrique, particulièrement dans la vallée du Nil, des peuples égypto-nubiens. Nous repartons là, dans l'histoire maintenant. Car lorsqu'on parle d'histoire, on commence avec l'Égypte, avec les Kama, avec les Kamites, avec le Médou Netcher, il faut le savoir. Avant l'écriture hébraïque, avant l'écriture acrylique, avant l'écriture phénicienne, avant l'écriture grecque, il y a eu l'écriture kamite, qu'on appelle le Médou Netcher. Quand on parle d'histoire, on commence par Kama, on commence par l'Égypte. Et on dit qu'en Égypte, dans les écrits, la tresse africaine existe déjà. Quelques exemples. Si vous avez la statuette ou la statue de Ahmes Nefertari, qui était l'épouse royale de Ahmosis Ier. Ahmosis Ier, c'est un pharaon qui a fondé la 18e dynastie. Nous sommes là au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Allez regarder la statuette et vous verrez que cette charmante épouse royale porte des tresses. Mais elle n'est pas la seule à se tresser. Le pharaon aussi, parfois, portait des tresses. Il avait même sa barbe tressée. Les prêtres pouvaient porter des tresses. Mais il est vrai qu'ils préféraient avoir le crâne rasé comme les scribes. Les fonctionnaires, les artisans portaient des tresses. Il n'y a qu'à regarder les différentes figurines, les différentes statues qui existent dans les musées en Égypte, mais souvent, vous les trouvez en Europe, car les Européens ont pris toutes nos vestiges, tous nos fossiles, toutes nos réalités, toutes nos productions et les ont menés dans leurs musées. Donc si vous faites des déplacements, vous verrez que les hommes se tressaient du temps de l'Égypte antique. Outre l'Égypte, il y a d'autres exemples que nous pouvons citer, qui montrent que sur le plan culturel, les Africains avaient adopté la tresse. En Afrique de l'Ouest, vous avez les Peuls qui se tressaient les cheveux, hommes et femmes. Les Akans de Côte d'Ivoire, les Dogons du Mali, les Yoruba du Nigeria, les Wolofs du Sénégal, les Haoussa du Nigeria et du Cameroun, etc. En Afrique centrale, les Mangbetu, avec leur tête allongée, se tressaient. Les Ekans, le peuple auquel j'appartiens, se tressaient les cheveux, surtout les guerriers. Les Bamileke, les Bamoun se tressaient les cheveux. Nous sommes là en Afrique centrale. En Afrique australe, Afrique du Sud, les Tutsis
se tressent les cheveux. Vous n'avez qu'à regarder les coiffures royales. Les Zoulous, les Tswana. Dans l'Afrique orientale, vous avez les Maasai, les beaux guerriers Maasai avec leurs longues tresses. Vous avez les Kikuyu du Kenya. Donc, la preuve est faite de manière indiscutable que depuis l'Égypte antique jusqu'aux confins de l'Afrique du Sud, les peuples d'Afrique avaient pour culture capillaire la tresse. Mais pourquoi la tresse a existé? Pourquoi les Africains ont ressenti le besoin non seulement d'entretenir le cheveu, mais de le tresser? Il y a à cela deux raisons que je vais maintenant énoncer. La première est celle utilitariste ou utilitaire. Le cheveu doit être traité de sorte que on ne passe pas tout le temps à s'en occuper et on fait autre chose. Quand vous êtes tressé, nul besoin de vous peigner chaque matin, n'est-ce pas? Mais si vous avez vos cheveux non tressés, il vous faut vous peigner, ça vous prend du temps. Donc pour les raisons pratiques, il est commode de se tresser les cheveux, de sorte que chaque matin, vous n'avez pas à vous en occuper. Mais il n'y a pas que ce caractère pratique très personnel. Il y a que la société africaine était hiérarchisée, avec une éducation qui était fonction du genre. L'éducation que l'on donnait à la jeune fille était différente de celle que l'on donnait aux jeunes garçons, à travers les rites initiatiques. Et les parures capillaires définissaient la classe sociale ou la caste auquel appartenait un individu. Donc par la tresse, on arrivait à situer la classe ou le rang social, le statut social d'un individu. On arrivait à identifier son ethnie. Donc l'identification d'ethnicité était possible, comme les scarifications d'ailleurs, sur la peau. Par la tresse, on pouvait situer l'âge de la personne, son statut conjugal. On pouvait savoir s'il est riche. On pouvait savoir si cette personne est fertile. On pouvait savoir si cette personne est virile. On pouvait savoir à quelle religion cette personne, à quelle spiritualité cette personne appartenait. Donc, vous voyez, en plus d'un caractère utilitaire, personnel, il y avait cette identification sociologique à laquelle la tresse renvoyait. Il y avait dans cette identification, par la tresse, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, une compréhension de l'ordre établi par la société africaine hiérarchisée. Une compréhension de l'ordre. Je vais m'expliquer. Car aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons dans un désordre, parce que tous ces repères sont tombés. Il y avait des tresses pour les filles vierges. Donc, à la forme de la tresse, on savait que cette jeune fille était vierge. Et donc, elle devait pratiquer des rites, qu'elle n'était pas encore une femme qui vivait sa vie sexuelle pleinement. Par la tresse, on savait qu'une fille était fiancée, qu'elle était promise. Et donc, nul besoin aux prétendants d'aller encore vers elle, créer le désordre. Elle était déjà fiancée, elle était déjà promise. Par la tresse, on le voyait. Donc, un homme qui ne respectait pas des tresses, mais il était forcément condamné par des actions de déstabilisation sociale. Rien que par la tresse, l'ordre était établi. Les femmes mariées étaient tressées, selon leur statut social. Quand je dis tressées, elles avaient des coiffures, selon leur statut social. Donc quand une femme est mariée, les hommes doivent savoir qu'elles ne sont pas des femmes à prendre. Et on limite ici, on limite ainsi beaucoup de problèmes d'adultère. Les veuves, vous le savez, n'ont pas de tresse, puisqu'on leur rase le crâne. On leur rase le crâne. Et lorsqu'elles sont vieilles, parfois les femmes pouvaient avoir des tresses. Voyez-vous, rien que pour le gynécée, rien que pour la jante féminine, les tresses permettaient de déterminer le statut conjugal. Et ce statut étant connu, les hommes se devaient de faire attention afin de ne pas créer le trouble dans la société.
rien que par la coiffure capillaire. C'est une sorte de code juridique que nous portons sur la tête là. Et tout le monde le comprenait. Un ordre social, par ces signes, ces différents signes distinctifs capillaires, était ainsi respecté. De sorte que il n'y avait pas le désordre que nous connaissons aujourd'hui, puisque tous ces éléments régulateurs de la société ont disparu. Pour les hommes, car j'ai dit un mot pour les femmes, pour les hommes, si vous n'êtes pas initié, vous pouvez porter certaines tresses. Et si vous l'êtes, vous portez d'autres types de tresses. Donc, on fait un distinguo entre l'initié, celui qui accède aux connaissances ésotériques, et le non-initié. Il y avait également des tresses pour les guerriers. Et les tresses étaient des armes de guerre dans lesquelles on pouvait cacher des couteaux. On pouvait cacher des épines de hérisson ou de porc-épic. On pouvait cacher des poisons pour atteindre son adversaire lorsqu'on est au corps à corps. Donc la tresse était une arme de dissimulation. Les guerriers se tressaient. Mais les hommes de pouvoir, les seigneurs pouvaient aussi se tresser, même les artisans. On voit donc que dans la société, en plus d'être des éléments distinctifs qui permettent de repérer l'ordre social, l'ordre sociétal, la tresse était aussi utilisée pour les événements heureux ou les événements malheureux. En clair, pour conclure sur cette partie culturelle et sociale, la tresse ou la coiffure capillaire était un élément important et distinctif dans une société africaine hiérarchisée et organisée. C'est ainsi qu'on maintenait l'ordre dans la société, sans forcément que tout le monde sache lire le droit. Car comme on dit ici, dans un adage que nous avons du mal à nous appliquer chacun, nul n'est censé ignorer la loi. Mais rien qu'en voyant une tresse, vous saviez quelle est la loi qui s'appliquait. Je vais vous présenter là le caractère utilitariste et le caractère sociétal de la tresse. Des différentes cultures africaines, des différents peuples d'Afrique. Je vais vous montrer que les Africains se tressaient les cheveux et cela correspondait à des habitus de la société africaine qui permettaient de réguler l'ordre sociétal. Je viens de le montrer. Mais la tresse n'était pas simplement le caractère utilitaire et le caractère d'identification sociale, c'était aussi l'esthétique, le beau. Et là, nous entrons dans le troisième temps de cette communication politique, qui est celui des aspects esthétiques. L'esthétique ou le canon de beauté, c'est pour un peuple les critères à la fois subjectifs et psychosociologiques autour de la beauté, de la laideur. Il est question d'exprimer à travers un ensemble de critères ce qui relève de la beauté physique et qui est agréable à voir, qui est plaisant à regarder, et ce qui relève de la laideur. Et souvent, on associe à la beauté physique la beauté morale, à la laideur physique, la laideur morale. C'est cela le canon esthétique que les différents peuples ont dans un paradigme sociétal qui leur est propre et dans lequel ils se retrouvent. Par exemple, en Madagascar, porter des poids sur le bout des oreilles afin de les étirer le plus loin possible est un critère de beauté. Donc la femme qui aura des oreilles bien longues sera peut-être la femme la plus belle. Dans notre pays,
c'est la lèvre inférieure qui se retrouve dans un disque. Moi, africain, je ne trouve pas ça particulièrement beau. Mais si je suis dans un paradigme de ces peuples-là, je vais considérer qu'une lèvre qui se retrouve dans un disque en bois est d'une beauté. C'est une question de référence, de critères culturels, sociaux, psychologiques. Nous sommes là dans un canon esthétique. Nous allons nous intéresser au canon esthétique hellénistique, au canon esthétique gréco-latin, car il explique l'attitude aujourd'hui que les Africains ont lorsque désormais ils rejettent les canons anciens légués par les ancêtres que je viens de vous présenter dans les aspects culturels et sociaux. Que dit le canon esthétique gréco-latin? D'abord qu'une belle femme, nous prenons le cas des femmes, mais c'est aussi vrai parfois pour les hommes, une belle femme caucasienne, une belle femme leucoderme, doit avoir la peau blanche très laiteuse, proche du lait, proche du blanc, donc la moins basanée possible. Une femme blanche, belle, doit avoir les longs cheveux, surtout pas courts, longs cheveux lisses, et doit les lâcher, ou alors les coiffer, mais elle est rarement tressée. La femme blanche est rarement tressée, elle est coiffée, elle a son brushing, elle a ses cheveux lâchés, et ils doivent être longs. Ce sont les critères de beauté du canon gréco-latin que je suis en train là maintenant de vous présenter. Une belle femme et un bel homme doivent avoir le nez aquilin, le nez droit, le nez en trompette. Surtout pas un nez crochu, encore moins un gros nez épaté. Un bel homme, une belle femme doit avoir les lèvres minces, doit avoir une taille svelte. Et la taille svelte pour les hommes, c'est un physique musclé et de préférence avoir un petit sexe pour montrer qu'il n'est pas un satyrésiste, c'est-à-dire un homme porté sur le sexe, qui ne contrôle pas ses pulsions sexuelles. Donc il doit avoir un petit sexe. Et pour les femmes, il ne faut surtout pas qu'elles aient des postérieurs en forme calipige. Mais par contre, elles doivent avoir des poitrines généreuses. Voilà le canon esthétique gréco-latin. Et quand vous voyez les mannequins, aujourd'hui, les mannequins occidentaux, les grands couturiers, elles doivent répondre à ces critères que je viens de définir là. La sveltesse de la taille, les longs cheveux, surtout pas tressés, de préférence les cheveux blonds, les lèvres minces, le nez aquilin, la peau bien blanche. Voici les critères du canon hellénistique gréco-latin. Ces critères sont incarnés dans des œuvres d'art. La plus célèbre est celle de la statue d'Apollon de Belvédère. Oui, dans ces statues, vous retrouvez les critères du canon esthétique hellénistique, comment les Grecs percevaient la beauté. Je vous conseille d'aller sur Google et de frapper Apollon de Belvédère. Et vous allez voir à quoi ressemble ce que c'est qu'un bel homme pour les Grecs. Et vous savez que les Grecs ont influencé la civilisation occidentale. Dans ces canons esthétiques gréco-latins, il est mis en lumière les notions de beauté et de laideur, je vous l'ai dit. Et il y a souvent une interférence entre la beauté physique et la beauté morale. On suppose que celui qui est beau physiquement l'est certainement aussi à l'intérieur, ce qui n'est pas vrai. Et celui qui est laid physiquement est également laid à l'intérieur, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas toujours vrai. Et c'est ainsi que ce canon esthétique hellénistique va nous porter préjudice. Car pour les Grecs, pour les Occidentaux, le noir est laid. Et s'il est laid à l'extérieur, il est également à l'intérieur.
Mais avant de poursuivre sur la manière dont les Occidentaux nous ont regardés à travers leur canon, à travers le prisme de leur esthétique, je veux d'abord vous dire qu'avant, il n'en était pas ainsi. Avant, la couleur noire était une couleur esthétique chez les gréco-latins. Il faut le savoir. En témoignent les vases anciens, les vases grecs anciens, du premier millénaire, qui montrent des guerriers qui sont peints en noir. En noir. Et pourquoi le noir était cette couleur majestueuse, cette couleur de noblesse? Et parce que le noir était la couleur de la vie, la couleur de la noblesse en Égypte. Osaré, le fils de Ré, avec pour nom grec Osiris, est peint en deux couleurs. La couleur noire, et on l'appelle le grand Kemour, Kem voulant dire noir, et la couleur verte, car c'est Osiris qui amène à l'homme la technique agricole. C'est Osiris qui apprend à l'homme l'agriculture selon la mythologie kamite, la mythologie égyptienne. Donc le noir était vénéré. La couleur noire était une couleur divine, une couleur de vie, une couleur de noblesse. Et comme les Grecs, qui vont devenir les maîtres en Occident, ont été les élèves des Kamites, ils ont accepté, apprécié cette civilisation et l'ont intériorisée. Pendant longtemps, les Grecs étaient sous influence égyptienne et ont accepté tous les critères que l'Égypte, grande civilisation, avait définis. Car à cette époque, les Grecs, il faut le dire, étaient des barbares. Et ils sont venus apprendre en Afrique, en Égypte. Et après, ils sont devenus les maîtres de la civilisation occidentale. Ils sont les pères, comme on dit, de la civilisation européenne. Mais ils ont appris, ces maîtres-là, ils ont appris en Égypte. À l'époque, le noir était la couleur de beauté. Mais que s'est-il passé pour que nous assistions à ce renversement de valeurs? C'est simple. Sous le coup de la barbarie venue d'Eurasie, l'Égypte va décliner et va tomber. Et ceux qui vont devenir les maîtres seront les anciens élèves. Nous sommes là un peu dans la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. La puissance occidentale devenant manifeste, s'imposant désormais à l'Égypte, et nous pensons à Alexandre le Grand au IVe siècle, nous allons constater un renversement de valeurs, avec un abaissement du canon noir, que je viens ici d'exprimer, et l'avènement de ce qu'on peut appeler le narcissisme occidental, qui sera traduit dans le canon esthétique hellénistique. Actuellement, dans ce canon esthétique gréco-latin, la beauté est blanche et la laideur est noire. Voici le canon désormais que les Occidentaux vont avoir. Tout ce qui est blanc est beau et tout ce qui est noir est laid. Et même dans la langue française, regardez, tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir est négatif. Mais tout ce qui est blanc, une colombe blanche, c'est la colombe de la paix, la liberté. Une nuit noire, c'est une nuit sombre où on peut se faire égorger, on peut se faire tuer. Donc, il y a déjà dans les langues occidentales cette marque-là du canon esthétique où la beauté serait blanche et la laideur serait noire. Où le cheveu laineux est appelé crépus, c'est-à-dire qu'il est laid. Et donc, les tresses faites sur le cheveu crépus sont laides. Pourquoi on ne se tresse pas en Occident? Où la peau noire ou bien la peau sombre est laide. Et on disait, comment Dieu peut-il mettre dans un corps aussi noir une âme? Il était inconcevable que dans un corps aussi noir, on puisse y avoir une âme. Et quand il y a eu l'existence de cette âme, il fallait la civiliser au dire des colonisateurs.
Les yeux noirs ou sombres sont laids. Il est mieux d'avoir des yeux clairs, des yeux bleus, des yeux verts. Ce sont là les critères du canon gréco-latin que je suis en train ici de définir et que vous connaissez. Le gros nez épaté, comme le mien, est laid. Il faut avoir un beau petit nez aquilin. Et on voit le drame de certains grands artistes qui se font refaire le nez. Je pense là naturellement au talentueux Michael Jackson. Les grosses lèvres. On n'a qu'à voir les publicités des années 30 en France. Banana Yabon, où on voit les grosses lèvres rouges de noir. Donc toujours montrer avec un certain mépris, un certain dédain les caractéristiques physiologiques des Africains en pointant cette dimension de laideur. Le gros sexe mâle des Africains n'est pas bien. Et les formes calipiges, trop protubérantes des femmes noires sont laides. On pense à la Vénus d'Otento. Donc, voyez-vous, dans le canon esthétique gréco-latin, dans le canon esthétique hellénistique, de la tête aux pieds, le type nègre est laid. C'est ainsi que la représentation occidentale, projette son canon de beauté sur la personne africaine. Et cela s'est traduit dans les différentes œuvres littéraires et artistiques. Allez dans les musées et vous verrez, lisez les œuvres qui sont empreintes totalement de cette réalité-là, où le canon de beauté hellénistique est le meilleur de la terre. Après avoir dit cela, je vais l'appuyer par des exemples très concrets. Les présentateurs de télévision en France, pas les Occidentaux, qui ont le droit d'avoir leurs cheveux, même s'ils ne les tressent pas. Ce n'est pas dans leur culture d'ailleurs. Mais parlons des présentateurs noirs qui officient dans les télévisions françaises. Combien ont-ils les cheveux tressés? Aucun. Combien ont-ils le cheveu sur la tête? Quand ils en ont, c'est très court. Donc on veut bien le cheveu crépus, mais pas trop, très court. On préfère même quand vous êtes chauve. Il y a cette dictature du chauve qui existe dans le paysage audiovisuel français lorsque des Africains dispensent le journal de 20 heures, un journal très suivi. Namouri Dosso, qui a une stature de guerrier, c'est un présentateur du journal de 20 heures, TV5 Monde. Il est chauve. Patrice Ferrus, pareil, présentateur à TV5 Monde du journal, il est chauve. Harry Roselmack, qui avait fait une brillante prestation au journal de 20 heures en France, il n'a tenu qu'un seul mois. On lui a exigé d'avoir la chauve, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de cheveux sur la tête. Ousmane Diagne, qui est analyste à TV5 Monde, il est chauve. Théophile Kouamo, le Camerounais, qui est journaliste à Média TV, il est chauve. Voyez-vous, en France, il y a une pratique qui impose aux hommes de ne pas avoir de cheveux laineux sur leur tête, ou alors s'ils en ont, le moins possible, et surtout pas au grand jamais les tresser. C'est leur canon. Mais en Europe, ils nous l'imposent. Et nous n'avons pas d'autre choix que de nous y conformer, si nous voulons gagner notre pain. Aux États-Unis, cas d'école 2. Vous savez que pendant l'esclavage, les esclavagistes ont pris l'habitude de raser les cheveux des Africains, qui, lorsqu'ils étaient capturés dans la forêt, avaient leur coiffure, qu'ils avaient faite peut-être le matin ou quelques temps avant. Et ils étaient embarqués dans les bateaux, dans les cales, et quand ils arrivaient, les cheveux n'étaient plus entretenus. Donc, les esclavagistes qui les achetaient rasaient les cheveux et en même temps détruisaient
leur identité. Car je vous ai dit, le cheveu était une marque d'identification sociale. Mais cela avait un sens dans un contexte sociétal africain. Désormais, sur la terre étrangère, où on est objet vendu, on n'a plus véritablement d'autorité sur soi. Et c'est le maître esclavagiste qui dispose de votre corps. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rasé les cheveux. Et en rasant les cheveux, la tresse a disparu. En rasant les cheveux, les techniques de tressage ont été perdues. Les soins que l'on faisait sur les cheveux ont été perdus, car on n'avait plus les mêmes matériaux que ceux qu'on avait en Afrique. Il y a donc eu, en plus d'une déstructuration de l'identité négro-africaine, une éradication de l'héritage africain, réalisée par les esclavagistes. Ça a été un crime indescriptible fait sur les Africains. En 1789, juste après l'abolition de l'esclavage, lorsque les femmes maintenant pouvaient avoir la possibilité de se tresser les cheveux, eh bien, elles étaient tellement coquettes dans leurs tresses, car elles ont maintenu quand même ces réalités par transmission de mère à fille. Ces tresses qui étaient si belles plaisaient aux hommes blancs et déplaisaient aux femmes blanches qui étaient jalouses. Il y a donc eu une loi qui a été votée aux États-Unis, qu'on appelle la loi Tignon. Elle a été votée en 1789, dans laquelle il était stipulé que les femmes noires devaient couvrir leurs cheveux en public pour ne pas plaire aux hommes blancs et surtout pour ne pas faire la concurrence aux femmes blanches. Ce sont là les survivances des pratiques esclavagistes. Bien que l'esclavage fût aboli depuis 1838 pour la Grande-Bretagne et 1848 pour la France. Donc on voit déjà que même aux États-Unis, il y a eu une agression sur le cheveu laineux, une agression sur la tresse, et donc sur l'identité africaine, que l'on voulait absolument faire disparaître. Nous pensons donc que de façon inconsciente, les différents traumatismes collectifs de l'esclavage, mais aussi de la colonisation, doublés de l'enseignement colonial que nous recevons chaque jour depuis les années 60, nous pensons que de façon inconsciente, ces éléments, ces traumatismes, ces enseignements de l'école coloniale ont développé chez les Africains, il faut bien le dire, un complexe de négro-infériorité. Au sens où nous sommes en train maintenant de nous regarder, non pas avec les yeux d'Africains, mais avec les yeux d'Occidentaux. Les Occidentaux qui ont pour nous, il faut le dire, un regard dépréciatif, marqué par le racisme qui les caractérise. Donc nous empruntons le regard des Occidentaux, un regard péjoratif, mais c'est avec ce regard que désormais nous regardons. Nous avons donc accepté le canon esthétique gréco-latin et nous avons rejeté les nôtres. Voilà ce qui s'est passé au cours du temps. Et lorsque certaines personnes trouvent anormal qu'un Africain se tresse les cheveux, ces personnes ne sont qu'en train de reproduire de façon inconsciente le regard que les Occidentaux ont posé sur nous. Et ont trouvé que la peau noire était laide, qu'il fallait la blanchir, et les femmes africaines se blanchissent sa peau. Le cheveu laineux était laid, qu'il ne fallait pas se tresser, et donc on se coupe les cheveux, ou alors on les défrise pour ressembler aux cheveux occidentaux, qui eux sont raides, qui sont lisses. Que le gros nez est laid, il faut donc affiner son nez. Que les yeux noirs sont laids, il faut donc porter des lentilles. Voyez-vous, dès l'instant où nous avons rejeté notre âme profonde, notre canon esthétique, qui avait du sens à l'Afrique, dans l'Afrique précoloniale, dès l'instant où nous avons rejeté cela, et que nous avons accepté le canon esthétique, nous avons désormais, par nos yeux, le même regard que le blanc sur nous. Faut-il que nous continuions comme cela? De mon point de vue, non. Mais ça n'engage que moi.
Et lorsqu'on me pose la question, Monsieur Ngomo, pourquoi vous tressez-vous les cheveux? Celui qui me pose cette question ne connaît pas toute cette histoire. Car s'il la connaissait, mais il trouverait normal qu'un homme de mon âge se tresse les cheveux. Puisque toute l'histoire africaine ne me dément pas. Simplement, il y a une conséquence économique. Car si l'esthétique, c'est ce qui est beau à voir, c'est ce qui permet de séduire, mais il y a un service coûteux, il y a des dépenses qu'il faut assurer pour l'entretien, pour les soins, pour la coiffure, pour le tressage. Mais comme aujourd'hui, les Africaines se tressent de moins en moins et préfèrent étouffer leurs cheveux laineux dans des extensions, dans des perruques, dans des tissages, elles investissent beaucoup d'argent dans tous ces accessoires de beauté. Alors, l'argument qu'elle nous sert souvent, c'est l'argument de la praticité. Oh, c'est pratique, le tissage, ça évite de traiter le cheveu. Oui, c'est un argument que nous comprenons. Nous le comprenons fort bien, cet argument. Que c'est très pratique de mettre sur sa tête un tissage et puis de partir au boulot, sans avoir à faire les soins sur ses cheveux laineux. Mais cet argument pratique cache mal le rejet du canon négo-africain et l'adoption non assumée du canon esthétique hellénistique. En réalité, dans l'esprit de ces Africaines, le cheveu lisse est plus beau. Et donc, on va effectivement étouffer le cheveu laineux, mais on ne va pas mettre par-dessus le cheveu afro. On mettra le cheveu lisse. C'est une contradiction. Regardez les mariées africaines. Nous avons l'occasion souvent de voir sur nos différents profils, sur les murs de nos profils, Facebook, Instagram, les personnes qui mettent leurs photos de mariage. La mariée, est-elle tressée? Combien de mariés avez-vous vu tressés? Depuis que je m'intéresse à la question, les mariés sont toujours dans des cheveux raides, sont toujours dans les extensions lisses. Elles sont dans ce canon esthétique de la beauté occidentale. Elles le font de manière inconsciente. Nous sommes en train d'expliquer les ressorts conscients pour que les gens comprennent que lorsque une femme africaine considère que le jour où elle doit être la plus belle, son jour le plus beau, le critère de beauté qu'elle va mettre en avant, ce sont des cheveux lisses, ça veut dire que de manière inconsciente ou de manière consciente, elle a intégré le canon de beauté occidental. Mais il faut moins qu'elle admette et qu'elle ne le nie pas. Et qu'elle a rejeté le canon esthétique africain qui était le sien avant la pénétration coloniale. Nous devons avoir un débat de fond là-dessus. Car, comme ce sont les mèches lisses qui sont toujours achetées et qui sont posées sur les têtes, mais que se passe-t-il? Mais ces énormes dépenses capillaires que les Africaines réalisent, elles enrichissent le monde occidental, n'est-ce pas? Ce monde occidental qui se trouve enrichi, car l'argent sort des poches des Africaines pour aller acheter des mèches brésiliennes, des mèches thaïlandaises. Cet argent ne reste pas dans le circuit africain. Il sort, il va en Amérique du Sud, il va en Europe, il va en Asie. Quand les Africains défrisent leurs cheveux, mais elles entrent dans la clientèle des grands groupes occidentaux des produits de beauté, comme L'Oréal, H24, Lancôme, Guerlain. Elles veulent faire des brushings avec des cheveux défrisés, c'est possible. Elles veulent faire des soins de cheveux lisses, mais elles vont prendre les produits qui ont été conçus pour les cheveux raides des Occidentaux. Donc, tout leur budget esthétique va quitter les poches africaines pour aller dans celles des Occidentaux. Donc, de cette manière, par ces actions de beauté journalière que les femmes posent, elles appauvrissent l'Afrique et elles enrichissent l'Europe. Par un soft power subtil, la femme noire, sans le savoir, devient cliente du monde occidental et ne participe pas à l'industrie capillaire
de son écosystème ambiant. Elle ne participe pas. La BBC, dont j'ai lu un extrait, et qui s'appuie sur les statistiques d'Euromonitor International, affirme que les femmes africaines dépenseraient environ 6 milliards de dollars. Écoutez-moi bien, 6 milliards de dollars par an. Et si vous convertissez ça en francs CFA, c'est 3 456 000 milliards de francs CFA. C'est le budget du Gabon. Toutes les femmes africaines du continent, lorsqu'elles investissent dans l'achat des extensions, des tissages, des mèches, elles dépensent près du budget d'un pays comme le Gabon, qui est un pays à revenu intermédiaire. 3 456 000 milliards de dollars, de francs CFA, pardon, soit 6 milliards de dollars dépensés par les femmes chaque année. Et on dit que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Cameroun dépensent à eux seuls 1,1 milliard de dollars en produits de soins capillaires, c'est-à-dire 663 milliards de francs CFA. Donc vous voyez, les montants sont énormes. Les montants engagés sont énormes. Les femmes africaines dépensent beaucoup d'argent. Mais elles le font en dehors de leur culture. Elles le font pour enrichir les industries étrangères. Parce qu'elles considèrent que pour être une belle femme, il faut s'aligner sur les canons esthétiques hellénistiques. Ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Il faut bien l'admettre. Si ces dépenses se faisaient dans un cadre, on va dire, communautariste, africano-africain, eh bien, c'est l'Afrique qui s'enrichirait. L'Afrique pourrait s'enrichir avec le cheveu laineux comme poste économique. Au lieu que l'argent des Africaines serve à acheter des mèches, des extensions, des tissages occidentaux ou asiatiques, cet argent pourrait servir à revaloriser la coiffure capillaire, les tresses africaines. Cela est possible par la prise de conscience. Les Africains pourraient revaloriser l'esthétique africaine qui a été balayée par les Occidentaux avec l'esclavage et la pénétration coloniale. Et cette revalorisation de l'art capillaire pourrait permettre de reprendre la pratique du tressage que les femmes africaines sont en train de perdre. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que les tissages n'étaient pas encore à l'ordre du jour, je voyais comment mes sœurs, mes grandes sœurs, et même aussi mes tantes, mes mamans, se tressaient les cheveux. Et elles passaient là du temps à discuter, à socialiser, à se dire des choses intéressantes. Et le cheveu laineux était valorisé par la tresse. C'est vrai, cela se faisait de manière non lucrative, mais dans une démarche capitalistique, on peut investir dans la production d'une industrie capillaire en Afrique. On peut avoir des salons modernes de coiffure qui permettraient de créer des emplois, des femmes qui pourraient y travailler et donc vivre de leur modeste travail de tresseuse. Aujourd'hui, cela se fait, mais de façon très artisanale. On pourrait rendre cela véritablement professionnel, avec des budgets colossaux, des salons de coiffure qui recevraient les grandes dames de la République, qui ne partiraient pas toujours en mèche, en tissage, dans les grandes soirées, mais qui partiraient tressés à l'africaine. C'est cela qu'il faut réaliser sur le plan économique. On pourrait vraiment investir dans la production d'une industrie capillaire, dans l'art capillaire, dans le tressage. Cela est parfaitement possible. C'est de l'argent qui entrerait dans la communauté noire et n'en sortirait pas, car les clients et les producteurs seraient des Africains. Si nous voulons que l'Afrique renaisse, elle doit aussi renaître par l'économie. Et les actes que nous posons, chaque acte financier que l'on pose n'est pas anodin. Les actes qu'une femme africaine pose lorsqu'elle prend
une mèche, lorsqu'elle prend un tissage de 300, de 500 000 qui viendrait d'Asie du Sud-Est, d'Europe ou d'Amérique, quand elle pose cet acte, il n'est pas anodin. Soit il participe à l'aliénation économique de l'Afrique, soit il participe à la revalorisation, c'est-à-dire à la renaissance économique de l'Afrique. Pour peu que cet argent aille en Europe et nous appauvrisse, ou qu'il reste en Afrique et permette donc une croissance économique. Donc même se tresser le cheveu n'est pas un acte anodin. Si on s'en tient aux préoccupations financières et économiques, les montants qui sont dégagés et l'absence d'économie au niveau africain, car l'argent investi sort d'Afrique pour enrichir les multinationales occidentales ou asiatiques. Donc j'interpelle les femmes. J'interpelle les femmes en leur disant, les montants que vous engagez pour vous faire belle sont des montants qui appauvrissent l'Afrique. Mais si vous revenez au tressage, si vous revenez aux coiffures africaines, si vous valorisez cet art qui a été perdu, parce que dévasté par la colonisation, nous pouvons avoir une économie africaine renaissante bâtie sur l'action des femmes, sur la beauté des femmes, sur la tresse africaine. L'économie n'est pas très loin de la politique, car le discours que je tiens est un discours de restauration de la dignité africaine, de restauration des valeurs esthétiques de l'Afrique, valeurs que nous avons perdues. C'est un discours qui prône le retour au canon esthétique kamite, car nous n'avons pas de raison d'avoir honte de la nature que Dieu nous a donnée. Des cheveux laineux, une peau noire, nous devons valoriser cela. Et c'est en mettant de la valeur, en portant au nu ce que nous sommes, que nous nous ferons respecter, en même temps que nous allons produire une industrie qui va enrichir le continent. C'est donc une position politique que je viens là d'exprimer. Nous voulons clairement remettre en cause le canon esthétique gréco-latin en Afrique. Nous estimons que l'Afrique est diverse et qu'elle a la possibilité de proposer des canons esthétiques qui doivent plaire aux Africains eux-mêmes. Et que nous ne devons plus continuer à subir un canon qui est imposé par la force et par la violence. Nous voulons aussi remettre en cause les enseignements qui participent à maintenir et à préserver les valeurs de ce canon esthétique gréco-latin. Cette école coloniale, vous savez, elle est portée par la francophonie. La francophonie qui est un pilier de la France-Afrique, car elle milite pour la civilisation de la culture française, de la langue française, et donc de la disparition de nos valeurs, la disparition de notre canon esthétique. Quand je décide donc de me tresser les cheveux, c'est sur la base d'une prise de conscience, une prise de conscience profonde, d'identité et de culture en altérité avec l'Occident oppresseur. Donc ce n'est pas un acte vain que je pose là. C'est un acte à la fois culturel de revendication, un acte à la fois social, car je me tiens dans une société et j'affirme des positions à 54 ans révolus. Je considère que la tresse n'est pas une affaire de jeunesse, c'est une affaire qui engage toute la communauté. Et nous avons vu que dans les temps immémoriaux, avant l'arrivée des Occidentaux, les hommes se tressaient. Donc ce n'est pas un acte de brigandage, ce n'est pas un acte de banditisme, ce n'est pas un acte de personnes efféminées, ce n'est pas un acte d'homosexuel, c'est un acte d'homme mûr et responsable, qui s'assume en ayant pris conscience de sa camitude, si je puis me permettre ce mot. C'est un acte aussi esthétique. Oui, on change de gueule quand on a les cheveux tressés. J'ai même eu quelques compliments de certaines femmes qui, plus sensibles à mon apparence qu'à mon discours, ont trouvé que les tresses me réussissaient plutôt bien. Je les en remercie, mais j'aurais voulu surtout qu'elles fassent beaucoup plus de commentaires sur le propos que je tenais à cette époque-là. Ce sont des commentaires qui sont faits souvent sur le live. Et certaines femmes ont préféré réagir sur la coiffe plutôt que sur mes dires. Je trouve ça bien, mais l'essentiel est plutôt dans le fond que dans la forme.
Donc, en plus d'être un acte esthétique, car certains ont trouvé que ça me rajeunissait, c'est aussi un acte économique. Car la personne qui me tresse, c'est pas gratuit. Je la paye. Je la paye. Je serais parti chez le coiffeur béninois, ben, j'aurais enrichi le coiffeur béninois. Mais là, la tresseuse qui est une Gabonaise, elle a droit à son petit pécule. Et si demain beaucoup de Gabonais font comme moi, ben, elle aura un salon. Elle pourra donc acheter du matériel. Elle pourra demander des produits. Peut-être qu'une industrie autour des produits de soins de beauté pour les cheveux va se mettre en place au Gabon. Voyez-vous comment est-ce que de fil à aiguille, on entre dans un autre processus en dehors du cadre dans lequel on a toujours vécu, le cadre colonial. Et nous commençons à définir là notre propre projet civilisationnel où nous ne sommes plus en périphérie, mais plutôt au centre, car c'est nous qui le concevons, c'est nous qui le pensons. C'est donc un acte politique que je pose quand je me tresse les cheveux. Et je vais terminer en disant à ceux qui n'ont pas compris pourquoi je me suis tressé les cheveux. Je veux leur dire que par ce laïus très documenté, j'aurais fait la démonstration que les positions qu'ils tiennent, toutes subjectives finalement, ne reposent sur rien d'objectif du point de vue du passé de l'Afrique, du point de vue de ses valeurs, du point de vue de sa société. Un homme africain qui se tresse n'est pas hors du champ contextuel, culturel de son peuple. Au contraire, il renoue avec la tradition africaine. Et ceux qui le critiquent sont ceux qui désormais ont pris l'œil et les yeux de l'homme blanc et qui désormais regardent leurs propres frères avec l'œil de l'homme blanc. Or, cet œil, je vous l'ai dit, est un œil raciste car il déprécie, il péjorative le cheveu, il péjorative la peau, il péjorative tout ce qui est nègre. Comment pouvez-vous alors ressembler à vos bourreaux quand vous êtes en même temps les victimes de ces mêmes bourreaux? C'est une position que j'ai du mal à comprendre, je vous avoue. Elle relève à la fois du syndrome de Stockholm, doublé d'une sorte de schizophrénie. C'est de la maladie mentale. Il faut en sortir. Et sortir de cela, c'est revenir aux sources et s'assumer. Et porter fièrement des tresses, alors qu'on a 54 ans révolus. Nous avons besoin de combattre la France-Afrique. Car c'est elle qui entretient ce paradigme d'aliénation, de soumission et de domination de la puissance coloniale. Nous devons affronter la France-Afrique, qui est un ennemi. Il nous faut la battre et accepter qu'elle nous abatte si elle est plus forte. La France-Afrique est un ennemi, je tiens encore à le rappeler, parce qu'elle assassine les Africains souverainistes et patriotes. Elle ne discute pas, car elle n'a pas d'argument à faire valoir. Elle préfère assassiner. Et de cette façon, le débat n'a plus lieu. Si la France-Afrique assassine, ça veut dire que nous sommes en guerre avec elle. Oui, nous sommes en guerre contre la France-Afrique, qui assassine. Et je ne veux pas ici reprendre la liste de tous ceux qui ont été assassinés par la France-Afrique. Vous la connaissez désormais aussi bien que moi. Mais quand un homme vous assassine, c'est un ennemi. Et un ennemi, on lui déclare la guerre. Et les peuples africains qui partaient en guerre, souvent se tressaient les cheveux. Donc sur un plan politique, en plus des autres dimensions que j'ai soulevées, en me tressant les cheveux, j'annonce aux Gabonais, j'annonce aux jeunes Gabonais, aux jeunes guerriers, que je vais en guerre contre la France-Afrique. Parce que les tresses, je l'ai dit, sont une arme. Et c'est un appareil de combat, un appareil de guerre.
Donc, tous les soldats gabonais qui veulent aller en guerre contre la France-Afrique, tous les jeunes Gabonais qui veulent s'approprier leur terrain gabonais, qui veulent s'approprier leur terre gabonais, qui veulent s'approprier les richesses de leur pays, tous ces jeunes, je leur demande de se tresser les cheveux, comme le responsable général de New Power, qui du coup devient un général de guerre. Chaque fois qu'un jeune Gabonais aura les cheveux tressés comme moi, je vais considérer qu'il est prêt à se battre contre la France-Afrique. Il est prêt à se battre contre une entité qui détient notre souveraineté. Il est prêt à se battre pour arracher le Gabon des griffes de la France-Afrique. Il est prêt à se battre pour que ce pays lui appartienne et que les immenses richesses du Gabon reviennent en priorité aux Gabonais. Mais jamais la France-Afrique ne nous les donnera. Il faudra aller arracher cette souveraineté à la France-Afrique. Il faudra donc lui faire la guerre. Et tous les soldats qui sont prêts à mener ce combat, nous serons identifiés par cette tresse-là que je porte. C'est un message que j'envoie à la jeunesse, celle qui porte l'espoir du pays, celle qui ne supporte plus l'hypocrisie de la classe politique gabonaise, celle qui en a marre des mensonges, celle qui en a marre des renonciations, celle qui en a marre des trahisons. Aujourd'hui, nous savons que le problème du Gabon, c'est la France-Afrique, pilotée par la France officielle et des réseaux. Tant qu'il y aura une base militaire au Gabon, tant que nous n'allons rien faire pour que ces bases militaires partent, comme aujourd'hui le Mali le font, la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle. Je veux une armée de soldats qui ira protester non plus à l'ambassade de France, mais au camp de Gaulle, pour demander le départ de la base militaire du camp de Gaulle. Il faudra que ce jour-là, les jeunes soient tressés comme moi. On sera tous devant, au camp de Gaulle, pour dire « Rentrez chez vous. 61 ans au Gabon, c'est beaucoup. » Votre président Charles de Gaulle avait exigé aux bases militaires américaines de rentrer chez elles. Nous sommes là en 1966. Les Américains, pourtant bien plus puissants que les Français, ont accepté que leur base militaire soit démantelée pour respecter la souveraineté nationale et militaire de la France, que De Gaulle a exigé. Nous avons la même position gaulliste. Nous voulons que la base militaire du Gabon, que les Français ont au Gabon, soit démantelée et que les militaires français rentrent chez eux. Et s'il y a des Gabonais courageux pour exiger cela, je leur demande de s'identifier en portant des tresses. Des tresses comme moi. Des tresses de guerre. Des tresses d'identification. Donc ce n'est pas en vain que je porte cette coiffure capillaire-là. En plus de l'esthétique, en plus de la culture, il y a également la vocation politique et même économique. Voilà la réponse que je tenais à donner à tous ceux qui n'ont pas compris pourquoi un quinquagénaire se faisait tresser les cheveux, alors qu'on l'avait connu jusqu'à aujourd'hui avec un style beaucoup plus classique, de cheveux très ras, de cheveux très coupés. Vous avez aujourd'hui les raisons. Et j'ai pris soin de donner une argumentation à la fois exhaustive de mon point de vue et, je le dis encore, académique. Il sera difficile de refuter ces arguments-là, qui se retrouvent dans le patrimoine culturel, historique de notre cher continent africain. L'acte 4 s'achève aujourd'hui avec la 9e question à laquelle je viens de répondre. L'acte 5 commence dès la semaine prochaine. Cet acte 5 va s'ouvrir sur la campagne du vote solidariste. Je prendrai le soin d'expliquer au prochain live. Retenez déjà que je tiens à m'adresser à tous les Gabonais binationaux qui vivent au Gabon,
même en Afrique, même dans le monde, qui iront voter et qui sont concernés par l'élection présidentielle française. Je vais également m'adresser aux Africains, au-delà des Gabonais, binationaux, qui vont voter. Et je tiens à avoir un discours clair, fraternel, mais ferme à l'endroit des Français qui vivent au Gabon et qui vivent en Afrique et qui iront voter. Cette élection est particulière, à travers les thématiques qui sont dégagées, notamment l'immigration, et à travers des personnalités françaises qui semblent être très appréciées et qui ont pourtant un discours raciste. On comprendrait difficilement que des Français en Afrique soutiennent Éric Zemmour. On le comprendrait, nous, en Afrique, difficilement. Nous allons nous exprimer sur ces questions. Et si les Français-Africains nous suivent, au lieu de participer à interrompre le live, à le signaler, il serait bien inspiré de dire aux Français qui votent que nous aurons un regard particulier sur le résultat du scrutin du 10 avril et du 23 avril. Nous allons savoir pour qui les Français du Gabon, d'Afrique votent. Nous aurons un discours à leur attention. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Au TEP, à tous mes frères kamites, au TEP, à toutes mes sœurs kamites, au TEP 3 fois à tous mes frères, toutes mes sœurs de kamites qui ont suivi ce live. Merci pour votre fidélité, merci pour votre assiduité, merci d'avoir aimé la vidéo, d'avoir partagé la vidéo. Nous n'avons pas été attaqués, c'est grâce à vous. Je vous souhaite donc de passer une bonne fin de journée et nous nous retrouvons la semaine prochaine, je l'espère, à 11 h. Portez-vous bien et à jeudi prochain.